Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, contrairement à ce qui est indiqué sur le programme, vous n'êtes pas à la session « Comment nous endormons-nous, mieux capturer l'endormissement ». Vous êtes bien à la session « Sommeil, inflammation, effet du sexe dans le modèle murin » et pas que modèle murin. Donc, juste pour introduire cette session, donc avec Véronique qui est avec moi, on vous propose d'écouter 4 orateurs donc qui auront entre 17 et 18 minutes de présentation. À l'issue de chaque présentation, il y aura le temps pour quelques questions, 2-3 minutes, ce qui nous laissera ensuite le temps pour un petit échange à la fin du symposium pour ceux qui voudraient reposer d'autres questions en complément de ce qu'ils auront vu au cours des présentations. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas besoin de donner plus de détails. Je pense que vous verrez au travers des différentes présentations l'intérêt de la thématique autour des liens entre sommeil, inflammation et effet du sexe. Et d'ailleurs, les présentations de ce matin, que ce soit en conférence plénière ou même le dernier symposium du matin, montrent bien l'intérêt de regarder comment sont modulées ces relations et ces effets entre sommeil et l'inflammation en fonction du sexe, voilà, et du genre. Donc je vais laisser la parole à Brice Faro qui va commencer la présentation. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. Merci au Conseil scientifique pour l'invitation. Je n'ai aucun lien d'intérêt. Je vais vous parler aujourd'hui de l'importance du sommeil pour l'équilibre immunitaire. Alors, que se passe-t-il en termes d'infection et de réponse immunitaire lorsqu'on ne récupère pas assez la nuit? Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque le sommeil est perturbé, donc fragmenté ou réduit, le risque d'infection augmente et l'efficacité vaccinale diminue. Et première chose, c'est que les systèmes de stress constituent probablement un médiateur important dans les effets de cette perturbation du sommeil sur la réponse immunitaire. Alors j'ai pris 2 expériences avec des réponses qui ressemblent un peu à un effet dose. Ici, le risque... pardon, attendez, je ne voyais pas la flèche. Voilà, un pointeur. Voilà. Donc ici, le risque de développer des symptômes du rhume, qui est d'autant plus important que les temps de sommeil sont courts avant l'inoculation du rhinovirus. Dans la même idée pour la réponse vaccinale, ici cette expérience où vous voyez que les durées de sommeil plus longues avant et après vaccination, mesurées par actimétrie, sont de la même manière proportionnellement associées à une meilleure production d'anticorps contre l'hépatite B. Cette étude d'ailleurs a été incluse dans cette méta-analyse, dont le premier auteur est notre collègue Karine Spiegel, qui montre bien que des temps de sommeil objectifs courts, inférieurs à 6 heures, sont associés à une réponse vaccinale diminuée. Pour le rôle du sommeil dans l'efficacité de la réponse vaccinale, l'hypothèse qui est soutenue depuis longtemps maintenant par Jan Born et son équipe est que lors du sommeil lent profond, cette réponse immunitaire adaptative, les toutes premières étapes de cette réponse immunitaire adaptative, va être facilitée par le taux élevé d'hormones de croissance et de prolactine, mais aussi par la quasi-absence de cortisol et par de processus anti-inflammatoires capables de stimuler la synthèse de lymphocytes T cytotoxiques et la production d'anticorps par les lymphocytes B spécifiques de l'antigène. Alors, nous menons actuellement 2 études afin de mieux comprendre les liens entre rythme, veille, sommeil et l'équilibre immunitaire, mais dans des conditions les plus écologiques qui soient. La première, ici, DECOP-NAP dans la population générale, chez des sujets identifiés comme naturellement
en dette chronique de sommeil, et in situ, chez des infirmières de nuit de la PHP, les principaux contributeurs à ces projets sont illustrés par les photos que vous voyez ici. Mais avant de vous présenter ces résultats, quelques rappels. Que connaît-on des effets de la privation et de la récupération de sommeil sur les molécules du système immunitaire? Il se trouve que de nombreuses molécules du système immunitaire montrent des variations de leur niveau sanguin chez l'homme au cours d'un cycle veille-sommeil de 24 heures, ceci sous l'influence à la fois de l'horloge biologique et bien sûr du sommeil. Alors je ne vais pas tout vous détailler, mais le profil d'expression habituel des différents sous-types de lymphocytes présente un pic en fin de soirée, que vous voyez ici. Et puis, juste vous parler de l'interleukine 6 qui, alors que les autres cytokines ont des concentrations faibles dans le sang, celle-là a une concentration assez élevée, donc on peut facilement la mesurer, et a un pic de sécrétion également en fin de soirée. Alors, ce tableau synthétise des connaissances sur les effets de la restriction de sommeil. Donc, je vous rappelle que la restriction de sommeil, c'est une situation expérimentale que nous considérons plus réaliste que le modèle de privation totale de sommeil, qui est bien sûr son intérêt, mais pas moins, je pense, dans ce que nous cherchons à regarder. Donc, sur la réponse immuno-inflammatoire, donc réalisée dans des études en laboratoire bien contrôlées sur des sujets en bonne santé. Vous pouvez remarquer, là on va tout de suite s'intéresser à la récupération, puisque c'est la thématique de ma présentation, que lorsqu'elle est étudiée, cette récupération, les changements d'expression des biomarqueurs immunitaires ne reviennent pas immédiatement à la normale, rarement après la première nuit de récupération de 8 heures, et ne reviennent que progressivement après plusieurs nuits de récupération. Ceci vous est parfaitement illustré ici, pour les neutrophiles qui, après une période de restriction de sommeil, mettent plus de 7 nuits de récupération de 8 heures pour revenir vers des valeurs contrôle. Je suis désolé, je vois que ça n'est pas très bien, c'est un peu flou. Alors que la récupération de sommeil dose dépendante est relativement bien connue pour réverser les conséquences de la restriction de sommeil sur l'attention soutenue. C'est illustré élégamment ici par le nombre de laps ici, qui vous sont présentés ici, le nombre de laps qui diminue en fonction de la dose croissante de sommeil de récupération, 2, 4, 6, 8, 10 heures. Donc, une question qui me semblait intéressante, c'est de savoir comment se normalisent les changements immuno-inflammatoires après privation lors de la phase de récupération. Ça reste assez peu connu. Est-ce qu'un effet similaire a lieu? Alors, juste des premiers éléments de réponse, cependant, ce sont avec les neutrophiles, donc je vous rappelle qu'il y a un rôle essentiel dans la phagocytose, dans la réponse immunitaire innée, dont il est suggéré que le taux de neutrophiles pourrait être un marqueur immunitaire sensible au degré de restriction, illustré sur ce schéma, et de récupération croissante de sommeil. Alors, tout ce que je viens de vous montrer, ce sont des résultats en labo, avec cependant des limites. Nous considérons certaines limites à ces résultats, qui sont d'une part que les sujets, pour étudier les effets de la dette chronique de sommeil, sont d'une part que les sujets ne sont pas spécifiquement en situation de dette chronique de sommeil avant de rentrer dans le protocole, et d'autre part, où les effets de la dette de sommeil sur les réponses de système de stress ne sont pas majorés par les facteurs de stress de l'environnement. Donc, de notre point de vue, ça ne mime pas parfaitement une situation réelle. Donc, pour tenter de lever ces limites, nous avons voulu savoir ce qui se passait en situation réellement plus écologique chez des sujets qui sont donc en dette naturellement chronique de sommeil, que nous sommes allés pêcher dans la population générale. Donc, avec un différentiel d'au moins 2 heures entre sommeil de week-end et de semaine pour le groupe dette, complété par des siestes quotidiennes de récupération en semaine pour le groupe dette sommeil, afin de ne pas attendre le week-end
pour rembourser la dette accumulée en semaine. Donc, il faut se rendre compte, donc c'est-à-dire 5 semaines de sieste quotidienne de récupération. Pour l'instant, on a inclus 16 sujets, donc je vais vous montrer les données qu'on a là-dessus pour l'instant. La manip est en train de continuer. Nous avons donc mesuré les effets de la dette de sommeil sur les processus attentionnels et les réponses de stress et immunitaire dans la salive en début et en fin de semaine, le lundi et le vendredi, avec un suivi à domicile des rythmes de sommeil d'un minimum de 5 semaines. Donc, que se passe-t-il après 5 semaines de restriction récupération de sommeil, donc documentée par un enregistrement EEG et actimétrie? Donc, on voit dans ces premiers résultats que l'effet de l'implémentation de la pratique chronique de la sieste se manifeste par une baisse des niveaux de cytokines pro-inflammatoires, donc IL-6 et IL-1β le vendredi de la 5e semaine. Première chose. Et deuxième point, cet effet était bien absent avant l'implémentation de la sieste, le lundi de la première semaine dans le groupe sieste. Et lorsqu'on voit, après la sieste, ici, de début d'après-midi à 15h, ces niveaux importants d'alpha-amylase, qui, je vous le rappelle, reflètent l'activité des catécholamines, on peut se demander s'il y a un feedback négatif de l'axe HPA en réponse à cette forte activation du système nerveux sympathique, donc mesurée, je vous le rappelle, par l'alpha-amylase post-sieste, produirait en absence de stimulus infectieux, afin justement d'éviter une hyperinflammation. Ce rétrocontrôle exercerait un frein anti-inflammatoire via le cortisol et pourrait en partie expliquer cet effet de baisse des cytokines pro-inflammatoires par la sieste. On voit d'ailleurs une tendance à des valeurs plus élevées de cortisol l'après-midi qu'il reste à confirmer. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, de manière intéressante pour le groupe en dette de chronique de sommeil qui compense ce manque par des siestes quotidiennes, nous n'observons pas de profil circadien de l'alpha-amylase et du cortisol émoussé tels qu'ils sont mesurés dans le groupe dette de sommeil, en particulier au niveau de leur acrophase à 15h pour l'alpha-amylase et à 9h pour le cortisol. Donc tout cela après 5 semaines de suivi. Donc ces premières données suggèrent que l'implémentation de cette sieste chronique quotidienne permettrait de restaurer, du moins en partie, les défaillances attentionnelles, possiblement sous-tendues par l'épuisement de la réponse des systèmes de stress, et d'enclencher un effet de type anti-inflammatoire qui avait été déjà démontré d'ailleurs par cette étude de Von Gass pour l'IL-6. Vous voyez ici la baisse de l'IL-6 pendant et suivant la sieste. Quant à l'hypothèse de l'épuisement de la réponse des systèmes de stress, nous la faisions déjà dans une étude publiée en 2020, dans laquelle nous avions le même phénomène, donc épuisement des systèmes de stress associé à un plus grand nombre d'erreurs au no-go. Enfin, je vous invite à aller voir le poster demain de Laura Poudvigne pour plus de détails sur les résultats des tests cognitifs. Il me reste combien de temps, Arnaud? Ok, alors je sais que c'est... Alors je vous ferai finir avec vous pour voir quel déséquilibre immunitaire dans le travail de nuit et quels risques et perspectives. Donc, vous rappelez, avant de vous présenter les résultats, que les travailleurs de nuit sont une population avec un sommeil extrêmement disrupté sur le long terme, qui présente un surrisque d'infection. Plusieurs modèles biologiques possibles ont été décrits pour expliquer pourquoi les travailleurs de nuit peuvent présenter un risque accru de cancer lié à une déficience immunitaire. Dans un premier modèle, les travailleurs de nuit peuvent être plus enclins à développer des cancers en raison de la perturbation par l'horloge biologique de la fonction des lymphocytes T, sites suppresseurs. Donc ça, c'est la fonction de surveillance immunitaire afin d'éliminer de nouvelles cellules cancéreuses. Et la privation de sommeil est associée à un micro-environnement inflammatoire qui est favorable pour une progression de la tumeur, sans compter que ce bruit de fond inflammatoire, évidemment, est aussi favorable
pour augmenter le risque cardiovasculaire qui est retrouvé dans le travail de nuit. Alors maintenant, dans notre étude circadienne, donc des prélèvements sanguins ont été réalisés en début et en fin de poste chez 200 infirmières, donc c'était que des femmes, à la PHP pendant qu'ils travaillaient, et leur rythme veille-sommeil ont été suivis pendant une semaine entière, température, actimétrie et agenda sommeil-travail. Donc première donnée, ces infirmières pendant leur jour de travail de nuit dorment moins de 5h30 et ont une dette colossale de sommeil qui atteint 3,2 heures. Nous constatons dans le travail de nuit des niveaux de lymphocytes et lymphocytes, tout type de lymphocytes, T-killer, B et helper, et d'interleukine 6 qui sont les plus hauts à 7 heures, à l'inverse des variations attendues des niveaux de biomarqueurs chez les infirmières de jour pour les mêmes molécules. Alors, cela suggère un fort décalage de la phase circadienne de l'interleukine 6, comme le montre sa sensibilité au jet lag social. Je vous rappelle, le jet lag social, c'est un proxy comportemental du désalignement circadien. Et dans ce modèle multivarié, pour chaque heure supplémentaire de jet lag social, nous avions 5% en plus d'IL6. Et on peut aussi noter une faible sensibilité à la dette de sommeil, bien installée pourtant chez le travailleur de nuit, comme le suggéraient d'ailleurs les résultats de DECOP-NAP. Alors, la CRP, vous le savez, c'est un reflet de l'inflammation à bas bruit en absence d'infection. Et cette molécule a l'avantage d'être stable sur 24 heures. Elle n'est pas influencée par le drive circadien. Et ce que nous voyons, c'est que le niveau de CRP est d'autant plus élevé chez le travailleur de nuit que le rythme circadien de l'alternance veille-sommeil est moins marqué et que la période de repos est plus fragmentée et de moindre qualité. Pour les lymphocytes, cette fois, plus on a de repos de qualité et non fragmenté à l'intérieur du groupe de nuit, plus on se rapproche des valeurs du groupe de référence. Avant-dernière dia, les travailleurs de nuit donc, dont le rythme circadien est perturbé peuvent être alors plus vulnérables aux infections environnementales, et ceci s'observe bien d'ailleurs à travers cette expérience de vaccination avec une réponse vaccinale diminuée versus les travailleurs de jour. Et comme nous avons été mesurer des niveaux d'IL6, de TNF-alpha et de prolactine diminués qui pourraient expliquer cette plus faible immunisation. Alors, pour conclure, un schéma qui fait la synthèse des hypothèses physiopathologiques dans le travail de nuit. Et il nous paraît intéressant, afin de prévenir tous ces surrisques de toutes ces maladies, d'avoir identifié, ça a été publié l'année dernière, le début de ce travail, un sous-groupe de travailleurs de nuit, à peu près 25% de ces infirmières que nous avons explorées, et qui était vraiment le moins adapté, le plus désynchronisé en termes de rythme circadien, avec les plus faibles rythmes index et P11, et une période de la température de surface qui était ultradienne et qui était la plus courte. Notons que moins de la moitié de l'ensemble des travailleurs de nuit ont un rythme circadien de la température, dans ce que nous avons calculé. Alors, nous devons poursuivre nos analyses, en particulier dans ce qu'on a appelé ce cluster 2, qui pourrait ouvrir la voie à l'identification de sous-groupes de travailleurs de nuit très désynchronisés et plus à risque pour l'inflammation et la fragilité immunitaire. Si on arrive à réaliser un suivi prospectif, voir si ces gens sont plus à risque pour le risque de cancer et cardiovasculaire, et nous l'espérons vers une prévention personnalisée à l'aide de mesures circadiennes connectées qui pourraient nous servir des signaux d'alerte. Voilà, j'en ai fini. Merci de votre attention. Merci. Merci Brice. On ne voit pas de questions en ligne. Alors, y a-t-il des questions dans la salle pour la présentation de Brice ? Oui ? Il y a un micro normalement qui doit circuler. Attendez, ça sera plus facile pour vous entendre. Moi, je voulais savoir, au bout de combien d'années on peut dire que c'est dangereux pour les soignants de nuit de rester de nuit ?
Oui, alors justement, la question, c'est de ne pas faire l'ensemble des travailleurs de nuit un groupe homogène. Alors, classiquement, c'est vrai qu'après une durée d'exposition à 10 ans, il faut commencer à regarder si on sent des problèmes de santé poindre. Mais l'idée, c'est que, là, que j'évoque là, dans ce papier, c'est tout le tout début, c'est d'identifier des gens qui sont plus à risque pour les travailleurs de nuit. Et donc ça peut être variable. Donc ça, je ne peux pas vous répondre. Par contre, classiquement, on fait attention après 10 ans, s'il y a des problèmes qui commencent à arriver. Oui, mais c'est un peu hors sujet. C'est plutôt sur ceux qui dorment plus de 9 heures par nuit. Là, on a clairement expliqué ce qui se passait chez ceux qui ne dorment pas assez. Mais chez ceux qui dorment trop, je me rappelle les courbes. L'année dernière, il y avait une diapo sur le surrisque de cancer et de problèmes autres, cardiovasculaires. Avant 6 heures de sommeil, il y avait une distribution qui était assez étroite, mais alors après 9 heures de sommeil, c'était abominable, c'était exponentiel pratiquement. Et qu'est-ce qu'on en sait est-ce que... Cardiovasculaire, c'est ça? Et de cardiovasculaire, cancer, oui, on a chez souvent ceux qui dorment plus de 9 heures. Cette courbe en cloche, souvent. Mais c'est vrai que c'est moins clair quand même pour ce qui se passe pour les gens de plus de 9 heures, en particulier la causalité, parce que souvent c'est des gens aussi peut-être qui ont ça peut être un marqueur, le fait de dormir beaucoup, un marqueur de l'état de dégradation générale de la santé. Donc c'est une population, vous avez raison, mais c'est plus subtil que la population de moins de 6 heures où ça sort beaucoup plus clairement, quoi. Donc des cardiaques, des obèses, des diabétiques, la comorbidité, quoi. D'accord, merci. Je vous en prie. Merci. Encore une question de monsieur. Rapide alors. Merci. On va se focaliser seulement sur les soignants de nuit, mais ça peut toucher pratiquement tous les travailleurs de nuit. Et comme les soignants, ils ont des obligations de vaccination, alors qu'ils sont exposés à des problèmes aussi. Est-ce qu'il n'y a pas sur le plan de travail qu'on peut éventuellement détecter des éléments tels que le SARS, tels que les troubles de sommeil, etc., avant de les embaucher, de les exposer à des problèmes, sans parler du stress dans les services hospitaliers, etc. Est-ce que ce n'est pas une population qui est surexposée par rapport au reste? Alors, Et sur le plan médical, ça va générer pas mal de problèmes sur le plan médico-légal. Alors, pourquoi on s'est intéressé à cette population? Parce que déjà, c'est une population qui est bien entendu indispensable au fonctionnement de notre société. Je vous rappelle que dans les travailleurs de nuit, c'est la part la plus importante des travailleurs de nuit sont les infirmières et les aides-soignantes. Maintenant, pour une sélection à l'embauche, d'un point de vue éthique, c'est quelque chose de délicat auquel je n'ai pas de réponse à apporter. Merci. On va passer à la présentation suivante. Donc, merci Brice. Je vais demander au docteur Perron de venir nous présenter donc, étude sur le sommeil des souris femelles narcoleptiques. Bonjour, merci. Est-ce qu'on peut avoir les diapos un peu moins floues? Parce que c'est extrêmement flou. Ouais, j'ai déjà fait la demande et a priori qui n'a pas été réceptionné. C'est quand même très gênant, je trouve. Bon. Alors effectivement, merci Véronique et Arnaud de m'avoir invité à présenter ces données que nous avons obtenues chez les souris, mais qui avaient l'objectif de comparer le sommeil et les symptômes, la sévérité des symptômes chez des souris narcoleptiques. Donc la narcolepsie, ça fait partie de ce qu'on appelle les hypersomnies centrales, qui se caractérisent par une somnolence diurne excessive depuis plus de 3 mois. Et celle dont je vais parler... Est-ce qu'on voit le pointeur? Oui. Celle dont je vais vous parler, c'est celle de narcolepsie de type 1, que l'on connaît bien et pour lesquelles on a des modèles animaux, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Et donc, pour vous rappeler rapidement, c'est que la narcolepsie de type 1, c'est ce qu'on appelait avant la narcolepsie avec cataplexie, avec une désorganisation du sommeil de nuit, 2 SOREM et une latence d'endormissement très courte.
La prévalence, c'est chez l'humain, donc la prévalence de la narcolepsie, c'est 1 sur 2000. Mais ce qui m'intéressait particulièrement ici, c'est qu'en fait, il y a autant de patients narcoleptiques femmes que hommes. Et qu'il y a de nombreuses comorbidités comme l'obésité et la puberté précoce, par exemple. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la puberté précoce, elle touche tout autant les garçons que les filles dans la narcolepsie. Donc voilà, ce n'est pas une maladie génétique, mais avec une prédisposition génétique. Et ce que l'on sait surtout, alors vous allez me dire, mais pourquoi s'intéresser aux différences hommes-femmes s'il n'y a pas de différence dans la prévalence de la pathologie? C'est parce que depuis maintenant plus de 20 ans, on sait que la narcolepsie, c'est dû à la perte des neuronaohypocrétines, ou en tout cas du neuropeptide hypocrétine qu'on appelle aussi orexine, comme on l'avait montré ici, et que vous pouvez voir l'absence de neurones de marquage dans l'hypothalamus des patients narcoleptiques par rapport au contrôle, qui semble être assez spécifique parce que les neurones voisins, eux, sont intacts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des différences entre des différences dues au sexe dans le système de l'orexine hypocrétine. Donc, du coup, on peut se poser la question de savoir si ces différences, notamment au niveau des taux d'ARN messager et de protéines qui sont plus élevés chez les femelles rats que chez les mâles, par exemple. Et il y a une fluctuation des hormones du sexe pendant le cycle menstruel, en fait, le cycle d'œstrus chez les animaux, qui affecte l'expression des orexines. Donc on peut se demander si le fait qu'il y ait une absence d'orexine, ça peut avoir une influence sur la sévérité des symptômes dans la narcolepsie. Donc du coup, on a... ah oui, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, la plupart des études qui sont faites chez les patients narcoleptiques, ils incluent des hommes et des femmes de façon indifférenciée. C'est une maladie rare, donc on prend tous les cas que l'on peut avoir. Mais il y a très peu d'études qui ont comparé les symptômes chez les femmes par rapport aux hommes, en fait. Donc, en général, ils sont mélangés dans les études. Et puis, il y a quelques études de prévalence, quand même, qui ont été faites pour essayer de voir si c'était plus prévalent chez les hommes et chez les femmes. En général, voilà, la plupart, elles ne voient pas d'effets différents, ou alors c'est assez controversé. On ne trouve pas de schéma très clair. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que grâce au réseau européen de la narcolepsie, il y a une base de données qui a été créée, qui contient un très grand nombre de patients, puisque c'est une base de données européenne. Et de façon intéressante, ils ont fait des analyses de données sur cette base de données, donc de phénotypique. Et en fait, par des analyses de clustering, ce qu'ils ont pu observer, c'est qu'il y a 7 clusters qui ont été identifiés pour les hypersomnies centrales et 4 qui concernent la narcolepsie de type 1. Et parmi ces 4 clusters qui concernent la narcolepsie de type 1, il y en a un qui concerne que les femmes. Donc il y a quelque chose quand même dans la narcolepsie qui est spécifique aux femmes. En tout cas, on ne sait pas quel est le phénotype en particulier pour l'instant, mais il y a quand même quelque chose qui semble différencier les hommes et les femmes dans la narcolepsie. Donc nous, on a voulu savoir, puisqu'on a des souris qui sont narcoleptiques, qui sont déficientes en orexine, on a voulu savoir s'il pouvait y avoir des différences entre les mâles et les femelles. Donc pour cela, on a utilisé 9 souris femelles, 9 mâles que l'on a enregistrés de façon indépendante les uns des autres. Et puis on a aussi utilisé des souris femelles qu'on a enregistrées uniquement les femelles, mais en présence de mâles dans leur environnement, et inversement de mâles avec des femelles dans leur environnement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait comme chez l'homme, on fait des enregistrements en polysomnographie, on les enregistre aussi en vidéo pour bien comprendre et avoir aussi leur comportement. Et donc après, on fait une implantation parce que les souris, elles n'aiment pas avoir des électrodes et elles les enlèveraient, donc on est obligé de les fixer quand même. Et après, donc elles ont un temps de récupération après chirurgie. Et puis on les a enregistrées
plusieurs fois, pendant plusieurs jours, jusqu'à 20 jours d'affilée en fait. Et chez la souris, pour déclencher des cataplexies, on leur donne du chocolat, elles adorent ça. Donc juste avant la phase d'activité, on leur donne un petit bout de carré de chocolat et ça va favoriser l'apparition des cataplexies. Et puis, donc, on les enregistre toute la nuit, puisque les souris, elles sont actives la nuit, hein, c'est des animaux nocturnes. Et au matin, ce que l'on fait, c'est qu'on leur fait un test vaginal pour savoir quel était l'état chez les femelles, bien sûr, pas chez les mâles, pour savoir quel est leur état hormonal, en fonction du cycle de l'œstrus. Donc, alors, ce qu'on a pu regarder, c'est qu'on a analysé donc, les quantités d'éveil de sommeil lent et de sommeil paradoxal donc, chez les femelles en comparaison aux mâles. Et vous voyez qu'en quantité totale, sur les 12 heures de nuit, on n'a pas de différence mâle-femelle. Par contre, on voit qu'on a un plus grand nombre d'épisodes qui sont de plus courte durée chez les mâles, que ce soit de l'éveil, du sommeil lent et du sommeil paradoxal. Donc ça indique qu'effectivement, il y a une fragmentation du sommeil qui semble être plus importante chez les mâles narcoleptiques que chez les femelles. Et ceci, c'est en conditions basales, en fait. Et puis, on a regardé aussi les cataplexies et la quantité de cataplexies. Et vous pouvez voir que donc, chaque animal est représenté donc, par un numéro ici. Et chaque petit point représente le nombre de la quantité. Là, c'est le nombre de cataplexies qui a été fait par sur chacune des nuits. Et donc, certains animaux ont été enregistrés un grand nombre de fois. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs points par animal. Et vous voyez qu'en fait, chez les femelles, en tout cas, et chez les mâles aussi, on a une très grande variabilité d'un jour à l'autre dans le taux de cataplexie qui est observé. Et quand l'on essaye de quantifier ça, ce que l'on voit, c'est que en fait, les femelles font plus de cataplexie, que ce soit en quantité totale ou dans la durée des épisodes, la durée moyenne des épisodes de cataplexie, avec une tendance pour le nombre d'épisodes de cataplexie, donc il est plus élevé chez les femelles que chez les mâles. Donc là, on montre qu'il semblerait qu'il y a une sévérité pour la cataplexie qui est plus élevée chez les femelles que chez les mâles. Donc après, on a voulu savoir, en fait, est-ce que cette augmentation de cataplexie, elle est due à un stade particulier du cycle de l'œstrus ou est-ce que c'est qu'elles font plus de cataplexie tout le temps? Donc on a regardé, effectivement, donc on a fait les tests vaginales infrotis, en fait, tout simplement, comme classique. Et en fait, chez les souris, il y a le cycle, il est très court, en fait. C'est 3 à 4 jours, donc c'est vraiment très, très court. Et en fait, on peut différencier les différents stades en fonction de type cellulaire, donc plus des cellules épithéliales cornéifiées ou l'apparition de polynucléaires, etc. Donc on arrive quand même assez bien à différencier les différents stades chez la souris. Donc, on a regardé en fait l'effet sur les états de vigilance en fonction du cycle, donc en regardant que chez les femelles en fonction du cycle, si elles sont en pré-œstrus, en œstrus, en métœstrus ou en diœstrus. On a regardé les quantités d'état de vigilance, on n'a vu aucune différence. Et par contre, on a pu observer que pendant la phase d'œstrus, qui correspond au moment de l'ovulation chez la femelle souris, on a une très forte augmentation de la quantité de cataplexie, en fait. Et donc ça, c'est une valeur normalisée, mais en fait, on voit le double du nombre de la quantité totale ou du nombre de cataplexies pendant la phase œstrus chez la femelle. On a voulu ensuite savoir si cette augmentation dans la phase œstrus, elle correspondait, comment elle se situait par rapport au nombre de cataplexies qu'on peut voir chez les mâles. Et en fait, on voit que l'augmentation, elle se fait pendant la phase d'œstrus, alors que pendant les autres stades, finalement, les femelles, elles ont une quantité de cataplexie qui est assez similaire à ce que l'on observe chez les mâles. Donc en fait aussi, on s'est dit, on a des femelles qu'on a enregistrées avec des mâles et puis des mâles en présence de femelles. Donc vous voyez, on a une grande variabilité du taux de cataplexie aussi chez les mâles en fonction des jours.
Et en fait, dans nos enregistrements, on avait un mâle avec 3 femelles dans le même environnement. Et donc, on s'est posé la question de savoir si la quantité de cataplexie pourrait être aussi corrélée au nombre de femelles qui pourraient être en œstrus dans l'environnement des mâles. Ça, c'était aussi quand même un commentaire qui a été suggéré par un de nos reviewers. Je pense qu'il avait un biais. Je pense que c'était un homme qui nous a posé cette question. Et donc on a enregistré, on a essayé de regarder effectivement la quantité de cataplexie en fonction s'il y avait 0 femelle qui était en œstrus, s'il y en avait 1, 2 ou 3. Et en fait, on a eu que dans tous nos enregistrements, on a eu une seule fois, enfin, il y a eu sur la même souris d'ailleurs, il n'y a eu qu'une fois où on a pu avoir des enregistrements où les 3 femelles étaient en œstrus en même temps. Donc on dit souvent que quand on met les souris dans une même cage, elles vont se synchroniser au niveau du rythme. Et ben en fait, pas tant que ça, non. Elles sont restées plus de 3 semaines ensemble et en fait, elles ne se sont pas vraiment synchronisées. Et on voit que en fait, la quantité de cataplexie est similaire, que ce soit qu'il n'y ait aucune femelle qui soit en œstrus, qu'il y en ait 1 ou 2 ou 3 éventuellement. On ne peut pas faire de statistiques pour le 3, mais ça n'a pas l'air d'influencer en tout cas le nombre de cataplexies chez les mâles narcoleptiques. Donc en fait, c'est un papier qu'on a publié l'année dernière, en fait, et qui a été répliqué par 2 autres études, donc 2 autres groupes qui ont travaillé de façon totalement indépendante. Et c'est quelque chose, donc c'est un résultat qui est confirmé, répliqué par d'autres groupes, et qui montre qu'effectivement, les souris narcoleptiques, les femelles font plus de cataplexie que les mâles. C'est marrant parce qu'en écrivant ce papier, je me suis rendu compte qu'il y avait des vieilles études que j'avais complètement oubliées, mais qui montraient que chez le chien narcoleptique, chez qui le récepteur 2 pour l'orexine est muté, donc le système orexine est altéré mais par la mutation du récepteur, elles aussi avaient des cataplexies beaucoup plus sévères que les chiens mâles. Et donc voilà, ça c'était pour montrer qu'effectivement ces 2 résultats qu'on a obtenus ont été répliqués par d'autres études aussi chez la souris. Et donc on peut se poser la question de ce qu'il en est des patients. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a aucune étude qui a été encore publiée pour l'instant pour essayer de différencier en fait la sévérité des symptômes dans la narcolepsie. Mais voilà, je sais qu'il y a des études en cours et j'espère que bientôt nous aurons les résultats sur ce sujet. Avec ça, je vais remercier donc notre équipe à Lyon et en particulier donc Sébastien Artaud et Manon Villalba qui ont participé à ce travail. Je vous remercie. Merci Christelle, très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci, très intéressant. Sur le graphique où on voit la distribution des cataplexies au cours du temps, en réponse au chocolat, on a l'impression qu'il y a une habituation au fur et à mesure des jours et qu'il y a de moins en moins d'événements finalement. Est-ce que c'est... Je ne sais pas si je peux revenir sur la présentation, mais pas vraiment. Alors, je pense pas, parce qu'en fait, c'est pas réparti par jour au cours du temps, en fait. Ah, je croyais que c'était... Ok. Je pense que tu parles de celle-ci. Oui. Oui, c'est en fait chacun c'est un animal et en fait c'est le nombre de cataplexies, mais c'est pas distribué au cours du temps en fait. Oui, pardon, j'avais mal compris. En fait. Une question. Juste pour continuer, une question très naïve. C'est quoi le rationnel pour que le chocolat induise la cataplexie? Alors en fait, de la même façon que chez les patients, c'est déclenché par une émotion et le chocolat a une activation du système limbique, en fait, induit une hyperactivation du système limbique, notamment de l'amygdale, qui du coup déclenche... Alors après, les réseaux neuronaux impliqués ne sont pas très bien connus, on travaille aussi beaucoup là-dessus, mais voilà, c'est encore pas tout à fait clair. Mais en tout cas, il y a une activation du système limbique chez la souris par le chocolat, comme chez l'homme pour d'autres stimuli. Okay. Merci. On a le temps encore pour d'autres questions. Monsieur là-bas. Merci pour cette présentation.
Physiologiquement, c'est quoi l'ostrus en termes de température? Est-ce qu'il y a une variation brutale comme chez... non, ça, je ne sais pas. En fait, nous, on n'a pas mesuré la température corporelle, effectivement. Ce que j'ai pu voir, c'est que clairement, c'est vraiment lié à l'ovulation, en fait. C'est vraiment la période d'ovulation qui correspond à cette période-là. Alors après, effectivement, on peut se poser la question de savoir dans quel état psychologique, si on ose dire ça pour une souris, on ne peut pas vraiment faire de parallèle, en fait, avec les effets du cycle chez les humains, quoi, en fait. Merci. D'autres questions? Oui, merci Christelle. Moi, j'avais une question. C'est puisque tu as des différences mâles, femelles, chiens, etc., est-ce qu'on connaît des différences anatomiques entre les mâles et les femelles du système hypocrétine? Le niveau d'expression des récepteurs, les projections, le nombre de neurones? Alors, le nombre de neurones, il n'y a pas de différence du nombre de neurones, mais effectivement, dans l'expression des récepteurs, il y a quelques différences. En fait, j'en ai parlé, mais très, très rapidement, mais il y a très, très peu d'études, en fait. C'est vrai qu'il y a... Malheureusement, on a passé des années à ne pas enregistrer les femelles. Et voilà, donc oui, il y a quelques différences, même en taux d'expression du neuropeptide. Mais voilà, peut-être ça mériterait aussi d'être refait, mais il y a très peu de données, finalement. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je voulais juste compléter par curiosité. Du coup, tu parlais d'émotions vis-à-vis du chocolat qui induirait des épisodes de cataplexie. Est-ce que tu penses que du coup, la phase d'œstrus peut mettre la femelle dans un état qui s'apparenterait finalement à une émotion positive forte et qui fasse que la probabilité d'avoir des cataplexies soit plus importante? En gros, l'idée, c'est est-ce que ce bain hormonal changeant peut du coup diffuser au niveau cérébral et provoquer des changements émotionnels? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager ou ça n'a pas été testé, donc effectivement, il faudrait essayer d'évaluer ça. Ce qu'on voit, c'est que quand on donne du chocolat, on a un pic de dopamine, par exemple, dans l'amygdale, qui semble donc vraiment être en lien avec le déclenchement des cataplexies. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, chez les souris wild type, il n'y a pas ce pic de dopamine, en fait. Donc il y a vraiment quand même une désorganisation, ou j'allais dire une altération, je ne sais pas, mais en tout cas une régulation particulière dans la narcolepsie pour tout ce qui est système émotionnel, avec vraiment une hyperactivation et effectivement un pic de dopamine qui est quand même aussi lié au système de récompense, etc. D'accord. Merci. Du coup, on va passer à la présentation suivante du professeur Nadjar, qui va nous parler de microglie et régulation du sommeil chez les souris femelles. Quand tu veux. Oui. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Arnaud et Véronique pour cette invitation à présenter nos travaux qui portent sur l'étude du rôle de la microglie dans la régulation du sommeil, avec une emphase particulière mise sur les souris femelles dans les données que je vais vous montrer, même si ce n'est pas exclusivement femelle. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la microglie? Alors, la microglie, ce sont en fait les macrophages résidents du cerveau, ce qui veut dire que ce sont les cellules qui sont en charge de maintenir l'homéostasie du système nerveux central. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour une microglie? Ça veut dire qu'elle est capable, par exemple, de nettoyer le milieu extracellulaire, donc de supprimer des débris qui seraient présents dans son environnement proche. Mais elle est également capable de raffiner la quantité de synapses, donc elle peut promouvoir la formation de nouvelles synapses ou au contraire éliminer des synapses qui seraient dysfonctionnelles ou immatures. Elle est également impliquée dans le turnover de la myéline. En phagocytant la myéline, elle va promouvoir la production de myéline par les oligodendrocytes. Elle peut également sentir l'activité neuronale et la moduler. Et puis, bien évidemment, elle va servir de support trophique pour toutes les cellules de son environnement. Donc, toutes ces activités nécessitent que la microglie soit extrêmement plastique en termes de phénotype et de fonction. Et qu'est-ce qui explique que les microglies peuvent comme ça changer d'une activité à une autre extrêmement rapidement et de façon hautement dynamique? Eh bien, c'est parce qu'elles sont particulièrement sensibles à tous les signaux dans leur environnement local.
Donc elles peuvent sentir des signaux qui sont présents vraiment dans leur micro-environnement, tels que des signaux qui vont traduire un certain niveau d'activité neuronale ou bien la présence, comme je l'ai dit précédemment, de cellules mortes ou de débris. Mais elles sont également sensibles à des signaux beaucoup plus distants qui vont venir de la périphérie, tels que les hormones par exemple, ou la présence de patrons pathogènes. Et donc, à chaque instant, chaque microglie doit intégrer des dizaines de signaux, ce qui va avoir pour conséquence de modifier leur phénotype et donc leur fonction, et ce qui va leur permettre d'assurer un comportement de l'organisme dans lequel elles s'insèrent, d'un comportement adapté pour la survie et le maintien de l'intégrité physique de cet organisme. Et dans nos travaux, nous nous sommes posé la question du rôle de la microglie dans la régulation du comportement de sommeil. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà plusieurs informations disponibles dans la littérature quant à des liens possibles entre microglie et rythme circadien. Par exemple, on sait que la microglie exprime les gènes horloges, notamment PER1, mais on sait aussi que toute son activité va être modulée tout au long du cycle de l'alternance jour-nuit. Par exemple, la microglie est une cellule extrêmement motile, c'est-à-dire qu'elle a des prolongements qui sont capables de se protracter et de se rétracter extrêmement rapidement à la vitesse de plusieurs microns par minute, donc c'est clairement la cellule la plus motile du système nerveux central. Et la fréquence et l'amplitude de ces mouvements est complètement contrôlée et régulée par le rythme circadien, de même que la libération de facteurs tels que des facteurs inflammatoires ou les facteurs trophiques. Et puis l'activité de phagocytose de ces cellules, notamment la phagocytose de synapses ou d'épines dendritiques, est également, le niveau de phagocytose va être différent selon le moment du jour ou de la nuit. Et à contrario, il avait également été montré comme autre argument qu'en situation de privation de sommeil, la microglie, la fonction microgliale est profondément altérée. Donc tous ces éléments qui laissent à penser que la microglie peut avoir un rôle à jouer dans la modulation des cycles veille-sommeil. Alors de façon tout à fait historique, le rôle de la microglie dans le contrôle du sommeil a d'abord été étudié dans la réponse de sommeil à une infection. En effet, comme Brice nous l'a expliqué tout à l'heure, suite à une infection par un agent pathogène, un virus ou une bactérie, les cellules de l'immunité périphérique vont bien sûr se mettre en branle et elles vont libérer des cytokines inflammatoires telles que l'interleukine 6 ou le TNF-alpha. Et ces cytokines vont aller agir sur le cerveau pour que le cerveau soit au courant de l'infection et qu'il mette en place toutes les modifications comportementales et physiologiques qui sont nécessaires pour lutter contre l'agent infectieux, dont des modifications de l'activité de sommeil. Et on sait que la microglie, en tant que cellule immunitaire du cerveau, c'est la cellule qui reçoit en premier cette information cytokine inflammatoire qui arrive sur le cerveau. Et donc, ce qui se passe ensuite, c'est que les animaux vont présenter une augmentation de la quantité de sommeil à ondes lentes, également une augmentation de la pression de sommeil. Et l'objectif de ces modifications comportementales, en tout cas l'hypothèse qui est posée par les gens dans le domaine, c'est que cette augmentation de sommeil a pour objectif pour l'organisme d'économiser l'énergie afin de développer une réponse de fièvre qui, elle, consomme énormément d'énergie et qui est nécessaire, bien évidemment, pour lutter contre l'agent infectieux. Donc, dans ce contexte-là, nous nous sommes posé la question du rôle de la microglie dans cette augmentation de sommeil qui est observée en réponse à une infection. Et même au-delà de la microglie, nous nous sommes intéressés aux interactions entre la microglie et un autre type de cellules gliales, les astrocytes, puisqu'il avait été montré au laboratoire au préalable que les astrocytes sont impliqués dans la régulation de la pression de sommeil, notamment en réponse à une période de privation. Donc, et dans cette étude-là, nous nous sommes focalisés sur les souris femelles, puisqu'il n'y avait absolument aucune donnée disponible dans la littérature sur cette question. Donc, afin de tester cette coopération entre microglie et astrocytes pour réguler la réponse de sommeil à une inflammation périphérique, nous avons utilisé un modèle de souris transgénique dans lequel la libération de gliotransmetteurs par les astrocytes est empêchée par l'expression d'une protéine, un dominant négatif de la protéine SNER, spécifiquement dans les cellules GFAP positives, donc spécifiquement dans les astrocytes. Donc, ce qui se passe chez ces animaux-là, c'est que lorsque DN-SNER est exprimé, cette protéine va venir en interaction avec les protéines nécessaires à la fusion des vésicules d'exocytose et empêcher cette exocytose dans les cellules astrocytaires. Et c'est un mutant conditionnel dans la mesure où il faut retirer l'adoxycycline du régime des animaux pour induire l'expression du dominant négatif. Donc, nous pouvons induire la mutation exactement au moment où nous le souhaitons.
Et donc, ces animaux, nous les avons injectés avec une endotoxine, le lipopolysaccharide. Ce sont en fait des fragments de bactéries à Gram négatif. Donc, ça mime parfaitement une infection bactérienne. Et on sait que les cellules microgliales sont les premières cellules dans le cerveau à réagir à cette inflammation périphérique par la production de cytokines. Et donc nous nous sommes posé la question du recrutement possible par la microglie des astrocytes pour réguler l'augmentation de sommeil. Et pour cela, nous avons effectué des enregistrements EEG-EMG. Donc voilà plus précisément le protocole. Donc tout d'abord, nous nous sommes assurés que la mutation en elle-même n'avait pas d'effet sur les cycles veille-sommeil chez les souris wild-type par rapport aux souris transgéniques, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, nous avons injecté toutes les souris avec une solution saline en périphérie afin de tester pour l'effet possible d'une injection intrapéritonéale sur la régulation du sommeil. Et puis après une période de récupération de 24 heures, les animaux étaient injectés avec le LPS, donc pour induire l'inflammation périphérique. Et nous avons enregistré la réponse de sommeil, les 24 heures suivant l'injection de LPS, et puis les 24 heures de récupération qui suivaient, sachant qu'on sait que les effets du LPS sont aigus et réversibles. Alors en termes de résultats, voilà ce que nous avons obtenu. Donc nous avons tout d'abord confirmé la littérature, c'est-à-dire que lorsque l'on injecte du LPS à des animaux wild-type, il y a bien une augmentation de la quantité de sommeil profond sur les 24 heures qui suivent l'injection. Par contre, il semble que cette augmentation n'est pas dépendante de la gliotransmission astrocytaire, puisque les souris transgéniques ont exactement le même type de réponse, c'est-à-dire une augmentation significative du sommeil de type NREM. Et vous voyez qu'il y a une récupération complète dans les deux génotypes. En revanche, pour ce qui est de la pression de sommeil, donc là encore, chez les souris wild-type, nous avons obtenu ce à quoi nous nous attendions, c'est-à-dire après injection de LPS, donc quelques heures après le temps que l'inflammation se mette en place et que le cerveau mette en place la réponse, donc à partir de 5-6 heures post-injection, on voit une augmentation de la pression de sommeil chez les animaux au contrôle par rapport à l'injection de saline. En revanche, vous pouvez déjà observer que chez les animaux transgéniques, donc chez lesquels, encore une fois, les astrocytes ne peuvent pas libérer de gliotransmetteurs, il n'y a pas d'augmentation de la pression de sommeil, voire une petite déflexion en début, dans les premières heures qui suivent l'injection. Donc cette augmentation de pression de sommeil, elle, est dépendante de la gliotransmission astrocytaire. Et évidemment, la question que nous nous sommes posée ensuite était de savoir quel gliotransmetteur était impliqué dans cette réponse de sommeil au LPS. Alors on sait que les astrocytes peuvent libérer tout un tas de gliotransmetteurs tels que le glutamate ou l'ATP, mais on sait aussi, et il avait été montré au laboratoire précédemment, que l'ATP peut être clivé en adénosine et agir sur des récepteurs présynaptiques de type A1 à l'adénosine. Et ces interactions sont nécessaires pour promouvoir cette augmentation de pression de sommeil qui avait été observée en réponse à une privation courte de sommeil. Donc nous nous sommes demandé si, dans nos conditions, les mêmes mécanismes étaient en jeu. Et pour y répondre, nous avons utilisé cette fois-ci une approche pharmacologique. Donc nous avons regardé des animaux injectés avec une solution contrôle, donc chez lesquels on retrouve une augmentation de la pression de sommeil et une augmentation de la quantité de sommeil à ondes lentes en réponse au LPS. Et nous avons comparé à des animaux qui étaient injectés avec du CPT, qui est un antagoniste des récepteurs A1 à l'adénosine. Et chez ces animaux-là, nous observons donc une absence d'augmentation de pression de sommeil, voire un renforcement de cette dépression observée dans les premières heures. Et de la même manière, par contre, aucun effet de cet antagoniste sur cette augmentation de la quantité de sommeil à ondes lentes. Donc au total, nos résultats permettent de suggérer qu'en situation d'inflammation périphérique, la microglie va mobiliser les astrocytes, notamment la libération d'adénosine qui va agir sur les récepteurs A1 neuronaux, pour augmenter la pression de sommeil qui est nécessaire, encore une fois, pour lutter contre l'agent infectieux, et ce, chez les femelles. Mais ensuite, nous nous sommes demandé si la microglie, au-delà de son rôle dans une réponse à l'inflammation, pouvait également jouer un rôle en physiologie. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, la microglie a un rôle dans la régulation de l'activité synaptique, donc elle est capable de sentir des synapses très actives ou hypoactives et de moduler leur activité. Elle est également capable d'élaguer des synapses qui seraient dysfonctionnelles ou immatures, et elle peut même faire ce qu'on appelle du stripping, c'est-à-dire qu'elle peut envoyer un de ces processus entre la pré- et la post-synapse pour momentanément empêcher la transmission synaptique. Donc la microglie est vraiment intimement corrélée et impliquée dans la régulation de l'activité synaptique.
Or, parmi tous les rôles que peut jouer le sommeil, il y a cette hypothèse que le sommeil est important pour réguler l'homéostasie synaptique, c'est-à-dire permettre aux synapses qui ont été potentialisées pendant la journée de revenir à une activité normale pour qu'elles soient de nouveau disponibles pour la journée et la phase d'apprentissage à venir. Donc le sommeil serait le prix à payer pour la plasticité. Donc au regard de cette hypothèse et du rôle de la microglie dans la régulation de l'activité synaptique, nous nous sommes demandé si elle pouvait jouer un rôle dans la régulation des cycles veille-sommeil. Et pour cela, nous avons utilisé une approche dite PLX. Alors qu'est-ce que le PLX ? Le PLX, c'est un antagoniste d'un récepteur qui est spécifiquement exprimé par les cellules microgliales. Et qui est nécessaire pour le maintien de la microglie. Donc lorsque les animaux ont du PLX, on le met dans leur nourriture, donc lorsqu'ils mangent du PLX, il va y avoir une déplétion complète en microglie. Et lorsque l'on retire le PLX de l'alimentation, les microglies vont pouvoir recoloniser le cerveau à partir de progéniteurs locaux. Et vous avez des images ici et la quantification là. Donc vous voyez bien qu'en réponse au PLX, il y a une diminution significative de la densité microgliale. Et nous avons regardé dans plusieurs structures, notamment des structures importantes pour la régulation des cycles veille-sommeil. Et lorsque le PLX n'est plus présent dans la littérature, on retrouve une densité normale de microglies. Donc nous avons vraiment tiré parti de cette capacité de façon dynamique à supprimer la population microgliale et la remettre pour regarder son rôle dans la régulation des cycles veille-sommeil. Donc les animaux ont été enregistrés en baseline, puis ont été enregistrés 24 heures en absence de microglies, et lorsque les microglies ont pu recoloniser le système nerveux central. Donc nous avons regardé, comme précédemment, la quantité des différents états de vigilance, la pression de sommeil. Et alors cette fois-ci, nous avons regardé non seulement les femelles, mais également les mâles, pour voir si les femelles et les mâles avaient des modes de régulation différents. Et je voulais préciser ici que c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec le laboratoire de Cristina Limatola à la Sapienza en Italie. Donc toutes les expériences ont été reproduites dans nos 2 laboratoires avec 2 formulations de PLX différentes, et nous trouvons plutôt les mêmes résultats, ce qui est assez rassurant quant à la robustesse de ces données. Donc, qu'est-ce que nous avons observé chez les femelles d'abord ? Donc, on a observé que chez des femelles, lorsqu'il n'y a plus de microglies dans le cerveau, eh bien, il y a une diminution significative du temps passé en éveil et une augmentation du temps passé en sommeil profond. Et vous voyez que tout est parfaitement restauré lorsque la microglie peut recoloniser le cerveau, et aucun effet, par contre, sur l'activité de type REM. Nous avons également observé que ces effets étaient particulièrement prégnants pendant la phase nocturne et qu'ils se traduisaient par une augmentation du nombre d'épisodes de sommeil à ondes lentes. Donc la microglie chez la femelle joue bien un rôle dans l'architecture des cycles veille-sommeil, et nous l'avons confirmé chez les mâles. Nous avons observé exactement la même chose, à savoir en absence de microglie, une augmentation de la quantité de sommeil à ondes lentes et une diminution du temps d'éveil, pas d'effet sur le sommeil paradoxal, et ceci est particulièrement observable pendant la phase nocturne. Donc exactement les mêmes résultats chez les mâles et chez les femelles quant au rôle de la microglie sur l'architecture des cycles veille-sommeil. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces modulations de sommeil peuvent être portées par des modifications de la transmission synaptique, et puis la microglie impacte cette transmission synaptique. Donc Christina a effectué des expériences de patch clamp sur des neurones dans différentes structures du cerveau. Ici, je vous montre les données pour le cortex moteur. Et donc, elle a regardé la transmission synaptique excitatrice en mesurant l'amplitude et la fréquence des potentiels postsynaptiques excitateurs. Tout d'abord chez les femelles. Et elle a observé, donc, pour ce qui est de l'amplitude de ces signaux, une augmentation de l'amplitude, alors de façon dépendante du temps, c'est-à-dire uniquement lorsque les tranches étaient réalisées en début de phase diurne et non pas en phase nocturne. Et par contre, quel que soit le moment du cycle, il y a également une augmentation de la fréquence de ces signaux électriques. Donc, ce qui traduit que la microglie contrôle bien la transmission synaptique, à la fois au niveau pré- et post-synaptique, et ce, de façon dépendante du temps. Maintenant, de façon assez intéressante, lorsqu'on a effectué les mêmes expériences chez les mâles, eh bien, on a observé exactement l'inverse, à savoir que chez les mâles, en absence de microglie, il y a une diminution à la fois de l'amplitude et de la fréquence des potentiels postsynaptiques excitateurs, ce qui traduit là un dimorphisme sexuel au niveau de la régulation de la transmission synaptique. Donc au total, nos données ont permis de montrer que la microglie contrôle l'architecture des cycles veille-sommeil de façon assez similaire chez les mâles et les femelles. Par contre, l'activité synaptique, elle, est régulée de façon dépendante du sexe et du temps.
Et maintenant, bien sûr, il reste à savoir si ces modulations d'activité synaptique peuvent être à l'origine de ces modulations de l'activité veille-sommeil, mais pour l'instant, les données ne sont pas disponibles. Je vous ai également montré des résultats qui montrent que la microglie est capable de mobiliser les interactions entre les astrocytes et les neurones pour réguler la pression de sommeil en réponse à une infection. Et là encore, les mécanismes restent totalement à élucider, à savoir est-ce que ceci passe par la libération de facteurs particuliers par la microglie ou bien par des modifications de son activité de phagocytose ou la façon par laquelle elle interagit avec les synapses. Tout ceci reste à définir. Et je voudrais finir par remercier évidemment les gens qui ont fait le travail, donc les étudiants et les collaborateurs. Donc j'ai co-encadré une thèse pour toutes les expériences sur le PLX avec Marie-Ève Tremblay, qui est une chercheure québécoise, et Christina Limatola. Également Phil Hayden, chez qui j'avais fait les travaux sur le rôle des astrocytes dans la réponse de sommeil à une infection. Les financeurs et vous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Agnès. Y a-t-il des questions? Oui, je me demandais, quand tu détruis la microglie dans le cerveau, là, c'est partout ou vous arrivez à faire localement dans certaines structures? Non, c'est partout. Donc c'est vraiment un système drastique. Mais c'est l'ensemble du système nerveux central, moelle épinière inclus, dans lequel il n'y aura absolument plus de microglie. La déplétion, elle est de 95%. Il n'y aurait pas moyen d'essayer de faire des injections? Alors, non. Alors, aujourd'hui, non. Évidemment qu'il y a des gens qui essayent. La formulation du PLX ne le permet pas aujourd'hui. En fait, ce qu'on est capable de faire maintenant de façon un peu plus subtile, parce que c'est vrai que c'est quand même une approche assez grossière, c'est sûr, on est capable maintenant d'empêcher non pas le maintien de la population, mais la prolifération microgliale. Donc en utilisant exactement le même agent, mais en changeant un peu les dosages, on peut empêcher la microglie de réagir par prolifération, ce qui est aussi observé en réponse en situation inflammatoire. Mais encore une fois, même ça, c'est encore à l'échelle de l'ensemble du cerveau. Aujourd'hui, personne n'est capable de le faire au niveau local. Quand on utilise par exemple un anticorps contre le récepteur, c'est beaucoup trop fort, ce qui fait que la souris ne survit pas. Voilà, donc c'est à la fois un outil pratique, mais évidemment que c'est un peu grossier, donc il faut aller après creuser un peu plus finement. Merci. Juste une petite question pour rebondir là-dessus. En fait, quand la microglie revient, est-ce que c'est une microglie restante ou est-ce que c'est une microglie réactive? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. En fait, le PLX, c'est un outil qui a été développé assez récemment. À l'échelle de la recherche, je crois on est à moins de 7-8 ans, donc on n'a pas encore toutes les infos. Ce qu'on sait déjà, c'est que la recolonisation se fait à partir de progéniteurs locaux, parce que la question se posait de savoir si ce n'était pas des macrophages qui venaient de la périphérie pour remplir l'espace laissé vide par la microglie, ce qui voudrait dire des cellules donc tout à fait différentes. Donc non, c'est bien de la microglie. Au niveau transcriptome, elle a l'air d'avoir un transcriptome tout à fait microglial. La morphologie est la même. Maintenant, en termes d'activité, on n'a pas encore l'information de savoir si cette microglie est exactement une microglie homéostatique ou si elle est un petit peu réactive, d'être en train de recoloniser un tissu. A priori, elle est plutôt homéostatique, mais on n'a pas encore toutes les évidences. Oui, j'ai peut-être loupé un truc, mais il y a l'expression de période dans la microglie. Est-ce que l'horloge circadienne dans ces cellules joue un rôle dans la régulation? Ce matin, j'étais en train de lire un papier dans BioArchive, donc pas publié, mais qui vient d'être déposé, qui regarde le transcriptome des microglies, donc vraiment du screening à large spectre, à différents temps du jour et de la nuit, et le transcriptome évolue complètement, sans grande surprise, en fonction du moment du jour et de la nuit. Donc son activité, en tout cas son activité de transcription, est totalement dépendante certainement des gènes d'horloge. Oui. Merci. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Je voulais juste avoir peut-être j'ai mal compris quelque chose, mais c'est vous montrer qu'en fait, vous faites le lien entre microglie et astrocytes, et que les astrocytes ont un lien avec la pression de sommeil. Et l'idée, c'est que la microglie activerait les astrocytes pour faire la pression de sommeil. Et là, vous enlevez la microglie et vous avez une augmentation du sommeil. Du temps de sommeil. Mais du coup, comment... Exclusivement du temps de sommeil. Donc, dans le premier, en fait,
Dans la première partie, on est dans un contexte très différent, puisqu'on est dans un contexte d'inflammation. Donc la microglie n'est pas en situation homéostatique, elle est vraiment en train de répondre à une infection périphérique. Donc en termes de tous les mécanismes mis en jeu, c'est très différent. Et à ce moment-là, il est très important d'augmenter la pression de sommeil. Donc notre interprétation, c'est qu'elle va utiliser le système qui est présent en place et qui peut faire ça, à savoir les astrocytes en interaction avec les neurones. Dans la deuxième partie, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en situation inflammatoire. Il n'y a pas forcément besoin de réguler, proprement parler, la pression de sommeil. Mais les données que je vous ai montrées, c'est la quantité de sommeil, c'est l'architecture, c'est pas vraiment la qualité. Comment on l'explique? Alors, aucune idée. On n'a pas les informations, c'est ce que je disais à la fin, c'est-à-dire est-ce que on peut imaginer un milliard de trucs. Est-ce que c'est tout à fait, par exemple, les astrocytes qui prennent le relais parce qu'il n'y a plus de microglie et donc eux sont perturbés aussi par l'absence de microglie. Donc peut-être qu'eux aussi ont une réaction qui n'est pas tout à fait physiologique. Est-ce que c'est parce qu'on perd un signal microglial qui était nécessaire pour maintenir un certain niveau de sommeil et d'éveil? Est-ce que, c'est forcément quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il faut quand même se dire, pour revenir sur la première question, ce modèle PLX est pratique, mais il est vraiment perfectible. C'est-à-dire que quand toutes les microglies ont disparu, il faut bien se dire que ce sont des débris cellulaires, des quantités énormes de débris cellulaires que d'autres cellules vont donc devoir phagocyter, qui ne sont pas les microglies, puisqu'elles ne sont plus là. Donc les astrocytes sont certainement en train de faire ça aussi beaucoup, donc certainement dans un état proche d'un état inflammatoire, ce qui peut aussi expliquer les résultats. En tout cas, c'est une première évidence, il y en a d'autres heureusement, mais c'est une première évidence pour dire que la microglie peut jouer un rôle là-dedans. Mais les mécanismes, aucune idée. Alors une dernière question. Voilà, oui, au fond. Vous avez montré une expérience avec une infection aiguë. Est-ce que vous savez si la microglie, on a des éléments sur les infections chroniques? Oui, en fait, donc en situation d'infection chronique, il y a une inflammation à bas bruit périphérique, une inflammation centrale à bas bruit. La microglie joue un rôle là-dedans, mais elle n'est pas toute seule d'ailleurs, parce que les astrocytes vont prendre le relais aussi. Les neurones aussi, au bout d'un moment, peuvent se mettre à libérer certaines cytokines. Donc oui, la microglie, dans ce cas-là, passe dans un autre état que son état homéostatique nécessaire pour qu'elle fasse toutes ses fonctions. Donc il y a énormément de littérature là-dessus qui montre qu'en situation chronique, elle se met finalement à faire des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour le cerveau. Autant en inflammation aiguë, son travail est vraiment bénéfique pour revenir à l'homéostasie. D'ailleurs, c'est de la pure physiologie en réalité, ce modèle de LPS. On revient à l'état basal. Autant en inflammation chronique, c'est pas le cas parce que la microglie se met à faire des choses qui peuvent être tout à fait inadaptées à la situation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc on va enchaîner avec la dernière oratrice, Dr Rancillac, qui va nous parler des astrocytes du VLPO, une modulation morphofonctionnelle de l'activité des neurones promoteurs du sommeil. Voilà, donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, je travaille dans le laboratoire de Nathalie Roache au Collège de France, qui s'intéresse vraiment aux interactions neurogliales cette fois-ci, concernant surtout les astrocytes. Et moi, je m'intéresse en particulier du coup au rôle de ces interactions dans la régulation du sommeil lent, et donc principalement au niveau du VLPO, le noyau ventrolatéral préoptique. Et donc je vais vous présenter donc nos derniers résultats. Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer. Donc je n'ai plus besoin de vous présenter les microglies, mais voilà, il faut savoir qu'il y a différentes cellules qui composent différents types de cellules gliales dans le système nerveux central. Les cellules de la microglie, mais également les oligodendrocytes, donc qui participent à la myélinisation des axones, et les astrocytes. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce type de cellules en particulier, qui sont très intéressants, car ils sont à l'interface entre le système sanguin et, comme Agnès vient bien de le présenter, la régulation de la synapse. Donc c'est une position vraiment très stratégique qui va leur permettre d'assurer une multitude de fonctions. Tout comme les cellules de la microglie vont participer à la formation de la maturation et la formation des synapses, ils vont également participer au support immunitaire, notamment suite à des lésions cérébrales où ils vont participer à la formation d'une cicatrice gliale. Ils vont également assurer un support métabolique en transformant le glucose des vaisseaux sanguins en lactate pour bien nourrir les neurones. Ils vont assurer l'homéostasie ionique et des ions suite à l'activité synaptique.
participer grâce à leur pied astrocytaire à la formation de la barrière hémato-encéphalique, ainsi qu'au couplage neurovasculaire. Et enfin, leur proximité aux synapses leur permet donc de réguler les fonctions synaptiques. Donc, en effet, si on regarde de plus près au niveau des synapses, on va voir que les astrocytes sont capables de venir ici vraiment à proximité. On parle donc de la coverage synaptique, donc, et même de synapses tripartites maintenant. Notamment, elles sont intrinsèquement liées au fonctionnement de la synapse. Et ça, c'est possible parce que les astrocytes vont exprimer à leur surface une multitude de canaux, de récepteurs et de transporteurs qui vont permettre à l'astrocyte d'être sensible à l'activité synaptique et à tout ce qui est libéré lors de l'activation synaptique. Et en réponse à cette activation, les astrocytes vont pouvoir faire varier leur concentration intracellulaire en calcium, contrairement aux neurones qui font des potentiels d'action. Donc les astrocytes vont faire varier leur concentration intracellulaire en calcium pour ensuite pouvoir répondre soit en modulant leur insertion à l'intérieur de la synapse et donc du coup différentiellement moduler la recapture des neurotransmetteurs, ou même tout simplement en libérant ce qu'on appelle donc des gliotransmetteurs qui vont venir eux aussi participer à l'efficacité de cette transmission synaptique. Ainsi, les astrocytes peuvent donc participer à la plasticité synaptique, à la régulation de l'excitabilité neuronale et donc participer à la régulation des différentes fonctions cognitives et, ce qui va nous intéresser aujourd'hui surtout, à la régulation des états de vigilance. Les astrocytes ont également une autre particularité, c'est d'exprimer la connexine 30, qui est une protéine transmembranaire qui peut s'assembler pour former des canaux, des hémicanaux, et dont la concentration à la surface va permettre des interactions spécifiques avec le cytosquelette et moduler la morphologie des cellules qui va leur permettre de venir plus ou moins s'insérer au niveau de la fente synaptique et ainsi moduler la transmission. Ces hémicanaux sont également capables de s'apposer à d'autres hémicanaux des astrocytes voisins pour permettre une communication directe de cytoplasme à cytoplasme de petites molécules et ainsi former ce qu'on appelle un réseau astrocytaire qui va pouvoir se superposer au réseau neuronal et ainsi participer à la régulation donc, des fonctions et sous-tendant ces réseaux. Donc les questions auxquelles j'ai voulu répondre et dont on va parler aujourd'hui, ça va être est-ce qu'il existe, comme je viens de vous les montrer, c'est des résultats qui ont été mis en évidence dans l'hippocampe, mais au niveau du VLPO, est-ce qu'on a aussi une régulation de la morphologie des astrocytes au cours du cycle diurnal qui pourrait donc lui aussi participer à la régulation du sommeil? Quel est le mécanisme vraiment sous-tendant cette plasticité? Et est-ce que cette plasticité morphologique a un rôle fonctionnel dans la régulation du sommeil? Donc, pour commencer à répondre à cette question, on a utilisé des souris transgéniques qui expriment un rapporteur fluorescent sous la dépendance d'un gène astrocytaire, GFAP, ce qui permet de bien mettre en évidence individuellement des astrocytes, comme vous pouvez le voir ici. On a donc perfusé les souris à différents moments du cycle circadien, toutes les 4 heures, et on a regardé au niveau du VLPO, donc qui est une petite région cérébrale importante pour l'induction et le maintien du sommeil lent. On a donc imagé en microscopie confocale les astrocytes du VLPO, on les a reconstruites à l'aide du logiciel Imaris, puis on a réalisé des études fonctionnelles, morphologiques de type Scholl, en reconstruisant donc en mesurant le nombre d'intersections des process astrocytiques avec des cercles concentriques espacés de tous les 5 micromètres à partir du corps cellulaire, ce qui permet comme ça de mesurer la complexité d'un astrocyte et de mesurer ces variations de complexité donc, et de forme à différents moments du cycle circadien. Et comme vous pouvez le voir, il y a une grande variabilité de cette complexité des astrocytes, ce qui montre donc que si on regarde maintenant l'aire sous la courbe de ces analyses Scholl, ainsi que la longueur totale des filaments qu'on a pu reconstruire, on voit qu'il y a une augmentation de ces 2 paramètres au cours de la période de repos, qui est la période lumineuse, avec ensuite un retour progressif à la normale. Donc il y a bien une plasticité morphologique des astrocytes
au cours des cycles jour-nuit. Donc on était très content de mettre en évidence ce phénomène pour ensuite savoir si c'était quelque chose d'un peu unique au VLPO ou malheureusement quelque chose de plus systémique et moins spécifique. On a également étudié cette plasticité morphologique au niveau du cortex. Et comme vous pouvez le voir ici, eh ben, la plasticité est beaucoup plus petite, voire inversée par rapport à celle du VLPO. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence au niveau du VLPO semble assez spécifique. Bien sûr, vous allez me dire, on aurait pu regarder dans plein d'autres régions cérébrales, mais c'est très très long. Et pour l'instant, on s'est arrêté au cortex. On va attendre les commentaires des référés pour aller plus loin. On a encore reproduit toutes ces expériences, cette fois-ci dans des souris transgéniques déficientes pour la connexine 30, puisque je vous ai dit que c'était une protéine très importante pour la plasticité morphologique des astrocytes. Et on a pu mettre en évidence qu'effectivement, sans connexine 30, on perdait toute cette plasticité. Donc ensuite, pour aller un petit peu plus loin et se dire, bon, est-ce que vraiment cette connexine 30 est très importante dans cette plasticité? Est-ce qu'il existe des variations diurnales de l'expression? Donc pour cela, on a réalisé des quantifications par Western blot au niveau du VLPO. Donc pour bien identifier le VLPO, on a utilisé des souris galanine GFP, donc cette fois-ci qui exprime la GFP sous la dépendance de la galanine, qui est un marqueur spécifique des neurones promoteurs du sommeil au niveau du VLPO. Et en réalisant des explants, on a pu mettre en évidence, pour l'instant ce n'est qu'une tendance, mais c'est vraiment en bonne voie. Et comme vous pouvez le voir, bon, bien sûr je vais compléter ces résultats, mais ça semble bien reproduire et accompagner les variations de sommeil enregistrées au cours chez la souris et qui accompagnent également ces variations de plasticité morphologique. Donc on était très contents, mais on s'est dit, bon alors maintenant il faut aller plus loin et qu'est-ce qui pourrait médier ces changements d'expression de connexine 30 et de plasticité des cellules. Donc pour ça on s'est intéressé éventuellement au rôle du BDNF, parce que dans la littérature, le rôle trophique du BDNF n'est plus à démontrer, mais en plus il y avait de plus en plus d'articles qui sortaient qui montraient vraiment un rôle important du BDNF dans la consolidation du sommeil, en particulier voilà, chez les patients vraiment qui ont des gros troubles d'insomnie. Il y a des taux plasmatiques et sanguins de BDNF qui sont très faibles, et je vous en passe, mais il y a vraiment une littérature exhaustive sur l'importance du BDNF dans le sommeil, donc on s'est dit, on va tester. Pour cela, on s'est dit, bon alors est-ce que si on met des tranches qui contiennent du VLPO en bain pendant 2 heures avec du BDNF, est-ce qu'on est bien capable d'induire cette plasticité morphologique? Comme vous pouvez le voir ici, donc on a refait des reconstructions Scholl et on a comparé les effets d'incubation en solution saline ou en présence de BDNF, et on a vu que tous les paramètres morphologiques indiquaient effectivement qu'il y avait bien une augmentation de la taille et de la complexité des astrocytes. Donc on était content et on s'est dit, alors maintenant si on refait ces expériences chez les animaux qui n'ont pas de connexine 30, est-ce que le BDNF a toujours cette possibilité d'avoir un effet trophique? Et là, très bonne surprise, on a vu que sans connexine 30, le BDNF n'était plus capable d'induire de plasticité morphologique, suggérant donc fortement que le BDNF induit une plasticité via la connexine 30. On s'est alors demandé d'où pouvait venir le BDNF au sein du VLPO, et pour ça, on a réalisé des expérimentations FISH afin de mettre en évidence l'expression de l'ARN messager pour le BDNF, et on a fait des co-détections de marquage dans d'autres types cellulaires pour voir effectivement le BDNF dans quel type cellulaire il pouvait être exprimé. Et on a fait du FISH aussi sur des neurones galainergiques qui sont promoteurs du sommeil, avec la sulforidamine S100-bêta, qui est un marqueur des astrocytes, et enfin de la microglie, parce que nous aussi on trouve que la microglie, ça peut être important pour la régulation du sommeil. Mais on s'est aperçu que dans nos conditions, il y avait un fort comarquage et co-expression du BDNF dans les neurones galainergiques, et pas ni dans les astrocytes, ni dans la microglie. Donc, et après, on a regardé plus finement cette expression du BDNF au sein des cellules promotrices des neurones promoteurs du sommeil, et on a vu qu'il y avait j'ai perdu mon pointeur, une augmentation de l'expression de l'ARN messager, donc du BDNF, au sein des neurones promoteurs du sommeil, en fonction de leur degré d'activité, parce que voilà, plus l'animal passe du temps endormi, plus
plus on va avoir une synthèse de BDNF, donc c'est activité dépendant. Ensuite, on s'est dit, c'est très bien, le BDNF est synthétisé, il semble dépendant de l'activité des neurones au sein du VLPO, mais qu'en est-il de la protéine? Donc le BDNF, il faut savoir qu'il est d'abord synthétisé en pro-BDNF, puis maturé en BDNF mature. Donc on a regardé par immunofluorescence les variations d'expression de ces deux protéines au sein des neurones galénergiques, promoteurs du sommeil, donc, mais également au sein des astrocytes. Et là, on a été très surpris de voir que bien que le BDNF soit donc synthétisé par les neurones, on voit que la première expression de BDNF mature se retrouve dans les astrocytes. Le précurseur du BDNF, le pro-BDNF, est même retrouvé bien avant dans les astrocytes comparé aux neurones, suggérant donc que le BDNF, soit sous forme d'ARN messager, soit sous forme pro-BDNF, soit donc transporté très rapidement des neurones aux astrocytes, ou alors il serait stocké et maturé. Ensuite, il faut savoir que le BDNF, une fois qu'il va être libéré dans l'espace extracellulaire, il va pouvoir se lier à son récepteur TrkB, qui est son récepteur à laquelle il a le plus d'affinité, mais qu'il existe deux isoformes de TrkB, la forme tronquée majoritairement exprimée par les astrocytes. Donc là, une fois libéré, en fait, le BDNF pourrait avoir une boucle de rétroaction positive pour induire la plasticité morphologique des astrocytes d'une part, et simultanément, il pourrait également, au niveau neuronal, qui exprime une forme longue et non tronquée du récepteur TrkB, et lorsque donc, les neurones sont stimulés par le BDNF, on a une phosphorylation de récepteur TrkB qui induit alors une dépolarisation et donc pourrait promouvoir le sommeil. Donc pour essayer de voir à peu près au moment du rythme diurnal à quel moment les neurones pourraient être stimulés par le BDNF, on a regardé cette phosphorylation de récepteur TrkB par immunofluorescence et on a quantifié comme ça différents moments du rythme jour-nuit et on a pu mettre en évidence qu'il y avait une forte phosphorylation de récepteurs à la fin de la période de repos, à ZT8, même ZT12, avec une activation cyclique de cette phosphorylation. Donc on était vraiment très content de voir que le BDNF pouvait activer les neurones en fin de période de repos, donc certainement pour consolider le sommeil, parce que c'est à la fin de la période de sommeil. Et dans une dernière série d'expériences, on a voulu du coup vérifier si le BDNF pouvait bien, si on l'exprimait dans le VLPO, induire du sommeil. Donc pour cela, on a réalisé des injections bilatérales au niveau du VLPO de BDNF et on l'a fait à deux moments opposés du cycle jour-nuit, soit à ZT0, soit à ZT12, en injectant donc soit d'abord de la saline, soit du BDNF pour que chaque animal soit sous contrôle. Ce qui nous a permis de voir que si on fait une injection de BDNF à ZT0, on a bien une augmentation du sommeil, mais très tardivement. Donc c'est des enregistrements piézoélectriques, j'ai oublié de préciser. Donc, parce qu'en fait, l'animal, il était déjà doublement implanté et cannulé. On s'est dit que dans un premier temps, on allait faire des enregistrements piézoélectriques. C'est un peu moins invasif, un peu moins sensible aussi, mais bon, il faut faire des compromis. Et on a regardé du coup AZT12 en refaisant ces mêmes séries d'expériences. Et là, on a encore trouvé que l'effet était très retardé. Il est moins important que lorsqu'on fait des injections à ZT0, mais parce que à ZT12, les quantités de sommeil ici sont plus importantes et on arrive certainement à un effet seuil de saturation du sommeil, donc c'est moins évident à mettre en évidence. Mais ces résultats suggèrent donc qu'il y a un effet bien du BDNF qui favorise le sommeil et cet effet est très retardé. Pourquoi ? Certainement parce qu'il aurait besoin d'être internalisé par les astrocytes pour que les astrocytes ensuite puissent libérer ce BDNF à la synapse. Parce qu'en fait, le changement de forme des astrocytes va permettre un rapprochement des process astrocytaires à la synapse. Là, si vous voulez en savoir plus, il faut aller écouter la présentation de Félix Bélier demain, qui vous présentera donc toutes ces mesures qu'il a fait de distance aux synapses. Mais c'est quelque chose qui a bien lieu. Et donc, l'ensemble de ces résultats
nous a permis de mettre en évidence un nouveau mécanisme de consolidation du sommeil par le BDNF dans le VLPO impliquant les astrocytes. Donc en fait, ça va être dépendant de l'activité neuronale des neurones promoteurs du sommeil qui vont induire une augmentation de la synthèse de l'ARN messager du BDNF. Ensuite, on va avoir une augmentation de la synthèse de la connexine 30, un stockage du BDNF au niveau des astrocytes qui grandissent, qui se rapprochent des synapses, en particulier même des synapses inhibitrices, sans vouloir trop spoiler la présentation de demain. Et ensuite, à ce niveau des synapses inhibitrices, on va avoir le relargage du BDNF, une activation des neurones promoteurs du sommeil avec la phosphorylation du récepteur TrkB et une consolidation du sommeil à un moment où la pression de sommeil est vraiment la plus basse. Donc du coup, l'adénosine et l'activation de la pression de sommeil serait très importante pour le déclenchement et l'induction du sommeil. Et le BDNF viendra ensuite consolider pour pouvoir permettre de dormir aussi assez longtemps et certainement plus profondément. Et ensuite, après, on a un retour à la normale. Donc, on était très contents de voir qu'il y avait quand même une cohérence dans tous les résultats qu'on obtenait. Mais il faut encore qu'on aille un petit peu plus loin et qu'on regarde un peu les mécanismes maintenant de régulation circadien ou homéostasique de ce phénomène. Et là, c'est encore là-dessus qu'on est en train de travailler. Donc, pour l'ensemble de ce travail, donc, je voulais remercier toute l'équipe de Nathalie Rouage dans laquelle je travaille, donc en particulier Augustin Walter et Félix Bélier, qui sont vraiment ceux qui ont produit le plus de données. Et aussi notre collaborateur Frédéric Chauveau à l'IRBA, avec qui on collabore activement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Armelle. Y a-t-il des questions? A priori, là. Déjà au fond, là-bas. Merci, Armelle. C'est très intéressant. Je me rappelle d'une étude assez ancienne où ils injectaient le BDNF dans le SLD, dans le pont, et ils augmentaient les quantités de sommeil paradoxal. Je ne sais pas si tu as connaissance de cette étude. Bon, c'est un peu passé inaperçu, mais ils ont fait plusieurs papiers aussi à l'époque. Et il y a BDNF, et donc sommeil paradoxal, c'est aussi quelque chose qui interpelle. Nous, on avait aussi vu des augmentations dans pas mal de régions. Je me demandais, est-ce que tu penses que ce que tu vois aussi dans le VLPO, est-ce qu'il peut avoir une action sur le sommeil paradoxal, ou c'est spécifique du sommeil lent? Alors, je pense qu'effectivement, là, il faudrait qu'on complète aussi ces résultats avec des enregistrements polysomnographiques pour pouvoir bien discriminer l'effet sur le sommeil lent, sur le sommeil paradoxal. Mais effectivement, là, on s'est vraiment focalisé sur le corps du VLPO. Et comme le sommeil paradoxal, c'est plus régulé par l'extended VLPO, ça pourrait être intéressant de voir si, au niveau de l'extended, on a aussi ces variations. Mais à mon avis, il y a des chances que ça impacte le sommeil paradoxal. Enfin, j'arrive pas à le dire. Le sommeil paradoxal. Il n'y a pas que du sommeil lent, désolé. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments pour le dire avec certitude, quoi. Effectivement, il faut qu'on passe à la polysomnographie pour... Merci, c'est très intéressant. J'ai deux questions. Quand vous faites des infusions de BDNF sur les tranches, est-ce que vous avez regardé dans d'autres zones si ça jouait aussi sur la morphologie? Non. Non, parce qu'il peut y avoir un effet morphologique du BDNF et puis avec un impact fonctionnel dans un côté. Il y a des chances, hein, le BDNF, c'est un facteur trophique déjà très bien identifié. Donc, le fait que ça fasse grandir nos astrocytes dans le VLPO, bon, on était contents, mais ce n'était pas non plus révolutionnaire. Okay. Là, on était très contents, c'est de voir que cette plasticité morphologique, elle a été bloquée chez les souris déficientes pour la connexine. Là, c'est vraiment là-dessus qu'il fallait... Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez essayé d'empêcher la production de BDNF par les neurones? Alors, on a fait venir des virus pour ça, pour essayer de le bloquer. Mais pour l'instant, non. Okay. Et alors, on a essayé avec des antagonistes. Je ne sais plus comment ça s'appelle, cyclotraxine B. Okay. Mais par contre, les effets ne sont pas du tout flagrants. Ça
potentiifierait même l'effet au lieu de le bloquer. Alors, on a mis de côté les résultats. Peut-être pour BDNF, il vaut mieux être celle spécifique aussi, parce que comme il y en a partout. Oui. Et beaucoup de récepteurs. Et encore une fois, je pense que le fait que c'est très important que le BDNF soit libéré à un endroit très ponctuel. Oui. Et du coup, le fait de mettre un antagoniste comme ça partout, ça, en fait, ça n'a pas trop de sens. Certainement. Et derrière toute petite question, le fait que les astrocytes puissent changer de forme, est-ce que c'est parce que il y a de la place pour qu'ils grandissent? Est-ce que les autres cellules se rétractent? Est-ce qu'on sait ça? Alors oui, ce serait bien qu'on regarde la microglie aussi. Non, pas forcément microglie, je pensais. Enfin, tout le reste. C'est les changements de forme cellulaire avec les cycles veille-sommeil, ça a été mis en évidence assez récemment. Donc, mais de toute manière, on a déjà fait de la microscopie à haute pression à froid et on a vu que l'espace extracellulaire, il est quand même assez grand et c'est pas nos petits changements qui vont vraiment impacter l'espace nécessaire aux autres cellules. Donc, je pense pas qu'il y ait nécessité que les autres cellules se rétractent pour pouvoir bien grandir pour nos astrocytes. Dans le cortex et dans d'autres animaux modèles, il y a la signalisation calcique dans les cellules gliales joue un rôle important, et je me demandais si dans le VLPO ça pouvait jouer un rôle également, et si éventuellement ça pouvait être lié au BDNF d'une manière ou d'une autre. Alors c'est une très bonne question. Donc on a prévu effectivement d'y répondre cette année avec la thèse de Félix Bélier. Et lui, il est en train vraiment de faire de l'imagerie calcique sur des tranches et dans le VLPO et dans d'autres structures d'intérêt, donc l'hippocampe C1 et le cortex. Et on est aussi en train de regarder les variations d'expression de ce calcium AZT0 et AZT12, et en réponse à la différente pharmacologie, donc au BDNF, mais aussi à l'adénosine, à des agonistes A1, A2A, pour essayer de bien comprendre effectivement comment tout ça s'orchestre et est régulé dans le VLPO. Mais oui, tout ça, c'est en cours, mais il faut nous laisser le temps. Je me permets, Armel, j'avais une question. Comme tu montres qu'il y a un effet à retardement, du coup, via la transcription et puis la libération du BNF, et du coup, l'effet que ça peut avoir sur la morphologie astrocytaire, je me posais la question, si on se transpose ça à l'homme, est-ce que tu penses que du coup l'effet à retardement il est pour le sommeil suivant, sachant que l'homme est en sommeil monophasique, ou est-ce que tu penses qu'il y a le temps pour que ça agisse déjà sur la fin de nuit? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est vraiment sur la nuit en question chez l'homme, parce que le phénomène qu'on voit, nous déjà, c'est sur 24 heures. Et bon, alors c'est vrai que la souris c'est polyphasique, elle a peut-être plus besoin de consolider son sommeil parce qu'il va falloir qu'elle reparte de l'éveil au sommeil à un moment où l'homme, normalement, ne le fait pas. Mais je pense que c'est un mécanisme, parce qu'il y a du polymorphisme Valmet qui a été mis en évidence chez l'homme, et quand on a ce polymorphisme, il y a vraiment des grosses altérations du sommeil. Donc chez l'homme aussi, je pense que c'est tout à fait un mécanisme qui est transposable. Et c'est juste dans les perspectives, est-ce qu'il existe des senseurs, des biosenseurs pour le BDNF qui vous permettraient de faire de la fiber-photométrie dans le VLPO pour voir la dynamique de la libération? J'ai essayé de me renseigner, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant. Donc, parce que c'est une grosse molécule et apparemment, c'est pas évident. Mais déjà, j'aimerais bien le bloquer localement avec des virus. Je pense que c'est plus faisable. Parce que surtout, si on veut essayer de le mettre en évidence et que c'est vraiment au niveau de la libération de la synapse, ça risque d'être trop petit pour être vu. Et je pense que là, on va atteindre les limites d'ici. On va falloir attendre 10 ans avant de pouvoir techniquement le faire. Alors que les virus, c'est possible demain, quoi. Mais après-demain. Merci. Y a-t-il encore des questions? Non, écoutez, on va clore cette session. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence, pour les échanges très intéressants, très enrichissants. Et puis, je vous invite à aller voir les autres sessions présentes aujourd'hui. Merci beaucoup.